Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Santé Future, votre rendez-vous dédié à l'innovation et à l'avenir de la santé. Salut Hervé. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet central et sensible, la qualité des soins dans les établissements de santé. Un sujet remis sur la table par un rapport récent de la Cour des comptes qui chiffre la réalité de façon très nette. Des événements indésirables graves, encore trop nombreux, une sous-déclaration massive de ces derniers, et ce, malgré l'obligation légale, et un coût global estimé à plus de 11 milliards d'euros par an pour le système de santé. Dans certains cas, les écarts entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement observé serait de 1 à 20, voire 1 à 50. L'institution appelle donc à renforcer la transparence et évoque même la piste de sanctions financières pour les établissements qui ne déclarent pas. Alors, que dit vraiment ce rapport du fonctionnement de notre système de soins aujourd'hui? Pour en parler, Santé Future accueille Frédéric Bizard, économiste de la santé, professeur à l'ESCP Business School et président de l'Institut de santé. Au-delà du constat, comment la qualité est évaluée dans les établissements? Les indicateurs utilisés mesurent-ils réellement les soins? Permettent-ils de faire évoluer les pratiques sur le terrain? Nous tâcherons d'y voir plus clair. Et enfin, dans le scan, Hervé s'intéresse à l'institution elle-même, la Cour des comptes, et s'interroge sur son rôle et sa place dans le débat public. Bonjour Frédéric Bizard. Bonjour. Bienvenue. Merci. Première question simple, est-ce que ce rapport apporte un nouvel éclairage? Oui, ce rapport est important parce que même si il apporte des résultats qui sont assez attendus, ce sont des résultats qui sont objectivés, fondés, incontestables. Bon, donc, il ne suffit pas d'avoir des idées sur la non-qualité. Il est important parce qu'il montre qu'on doit changer la manière d'évaluer l'activité des hôpitaux. On n'a pas les bons indicateurs, donc ça c'est important. Il montre que ça coûte très cher la non-qualité. On est sur 22 milliards si vous prenez en compte uniquement les actes qui pourraient être évitables, qui pourraient être évités, ou les actes qui sont à faible valeur ajoutée. Et 11 milliards, si vous prenez véritablement les réhospitalisations, vraiment la non-qualité, le cœur de la non-qualité. Donc on est à 33 milliards qui représentent 50% de plus que le déficit de la sécurité sociale, que l'on ne peut pas éliminer. On peut le voir, qu'il ne faut pas penser qu'on peut passer de 33 milliards à zéro, mais que l'on peut nettement diminuer. Et dernier point, ce coût direct sur les soins, ce n'est rien par rapport au coût indirect sur l'ensemble de la société. Qu'est-ce que ça recouvre donc ? Ça recouvre ce que ça coûte, clairement, quand vous réhospitalisez, ça coûte un séjour hospitalier. Quand vous avez des effets secondaires, quand vous devez suivre un traitement médicamenteux parce que vous avez mal été pris en charge à l'hôpital, ça vous coûte ce prix-là. Mais en fait, ça vous coûte bien, à la société, ça coûte bien plus. Vous avez une perte de productivité, on discute beaucoup des arrêts maladie, mais forcément, ça entraîne des arrêts maladie, une perte de productivité, voire une baisse de consommation, etc., etc. Donc, le coût, il faut le multiplier par 2 ou 3 si vous voulez prendre le coût global. Et donc, on voit bien que là, il y a une marge considérable pour améliorer les soins, améliorer la qualité de vie des personnes qui sont hospitalisées et baisser le coût pour la société. Et alors, on y vient. Qu'est-ce qui explique le plus cette situation? C'est un problème de moyens ou d'organisation? Alors là, il faut être assez prudent parce que de prime abord, on peut se dire qu'il y a un problème de qualité des professionnels de santé qui ne font pas leur boulot et que on peut toujours améliorer, évidemment, la formation, et notamment la formation continue, et le niveau de professionnels de santé. Mais globalement, il est quand même très bon en France. Donc, je ne pense pas que c'est là où vous avez la marge de progression la plus forte. Il y a une chose qui est très frappante dans le rapport, qui est quand même le taux de déclaration des événements indésirables, qui est de l'ordre de 5% de la totalité. Je crois que c'est 7000 événements indésirables pour 160 000 exprimés. Alors là, vous vous dites... on est dans un système qui quand même essaie de masquer d'une façon ou d'une autre ces événements indésirables. C'est pas du laxisme, c'est pas 5%. Mais comment on explique ce phénomène de sous-déclaration ? Alors, il y a plusieurs explications. La première, à mon avis, c'est qu'on n'en tient pas assez compte dans les évaluations de l'hôpital et des professionnels de santé. C'est un rôle de culture médicale, quoi. Alors,
dans la culture médicale, il faudrait demander aux médecins, mais vous avez quand même cette notion de checklist, la culture médicale, c'est quand même d'être particulièrement rigoureux dans votre activité, beaucoup plus que dans n'importe quel, parce que vous avez la vie des gens face à vous. Donc moi, je ne pense pas que les médecins sont laxistes par rapport à ça. En revanche, le système, à l'échelle d'un hôpital, il y a une forme de laxisme pour s'assurer chaque jour, chaque semaine, qu'il y ait un suivi de ces événements indésirables, qui est un élément, on le voit bien, avec des conséquences sanitaires et financières très importantes, qui est à repenser. Comment sont suivis ces événements indésirables à l'échelle de l'hôpital ? Comment ? Parce que là, on s'aperçoit bien que sur un an, on n'a que 4... C'est un problème de mesure. C'est un problème d'indicateur, c'est un problème de management, encore une fois, qui ne prend pas en compte. On va y revenir, mais ce management qu'on a rendu purement administratif avec les professionnels de santé qu'on a mis volontairement de côté, c'est la réforme Bachelot de 2010, où on a démédicalisé la gouvernance des hôpitaux. On a dit qu'il n'y a plus qu'un seul chef. Le président de la République de l'époque, qui dit « je veux qu'une seule tête qui dépasse », c'est l'administratif. Et c'est pas dans la culture d'un énarque ou d'un administratif. Et encore une fois, pas du tout de bashing, il faut de la haute administration, et heureusement qu'on a la haute administration pour gérer l'État. Mais est-ce que c'est à la haute administration de piloter véritablement un hôpital dans toute sa dimension? Non, mais c'est le seul qui a un pouvoir réel aujourd'hui, c'est le directeur d'hôpital. Le directeur d'hôpital, dans 99% des cas, dans les CHU ou les CH, c'est un administratif. Bon, donc lui, il n'a pas en lui, alors évidemment, il y a un patron de la CME, de la commission médicale, qui est là, mais encore une fois, qui n'a pas du tout le même pouvoir. Donc, quand vous n'avez pas le même pouvoir et que vous êtes sous l'autorité de quelqu'un d'autre, vous avez quand même moins d'appétence pour imposer votre point de vue que si vous êtes en responsabilité. Bon, je rappelle que pour être simple là-dessus, en France, on a le bon modèle qui sont dans les centres de lutte contre le cancer. Vous avez vraiment un duo médico-administratif. C'est un médecin qui est le directeur, mais il est associé à un administratif. Et on voit bien que ces hôpitaux fonctionnent nettement mieux. J'ai cherché d'ailleurs s'il y avait des différences dans les critères de qualité. J'ai pas vu. En tout cas, c'était pas indiqué. Mais ça serait intéressant de le voir. Parce que le management a évidemment une importance très forte. Enfin, on le voit bien surtout dans une entreprise, dans une institution quelconque. C'est quand même la gouvernance qui pilote l'évolution. Donc là, il y a un manque de sensibilisation de la gouvernance qui doit redescendre. Pour ça, encore une fois, je vous dis, il y a la gouvernance à changer, mais il y a la décentralisation des ressources à gérer. Vous savez, si ça ne s'est pas amélioré, c'est qu'avant, vous aviez le chef de service et dont on disait qu'il avait un pouvoir excessif, un peu ses mandarins. Bon. Mais ça avait un grand avantage, c'est que vous aviez un pilotage proche des besoins et avec vraiment un pilotage d'un niveau technique très important. D'accord ? Et là, on est passé à un mandarinat administratif. Tout pouvoir, avec des lunettes purement administratives et budgétaires. Et ça se traduit par un laxisme sur des critères de qualité. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a trop de bureaucratie dans les hôpitaux. Enfin, j'y suis passé déjà à l'époque, c'était vrai. J'ai lu qu'au-delà des administratifs, les soignants eux-mêmes passaient 30% de leur temps à faire de l'administratif. Donc c'est quand même formidable. En même temps, il faut bien surveiller l'efficience de nos services publics. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre des indicateurs de performance pour piloter tout ça ? Alors, il y a, juste sur ce point, parce qu'on le constate, mais ça serait bien de montrer ce qu'il faut changer. Encore une fois, je vous dis, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Il y a un problème de gouvernance où l'administratif, quand vous avez une gouvernance administrative, les critères prioritaires sont les critères administratifs. Remplissez-moi ces fichiers-là parce que moi, je veux avoir une vision sur votre activité et donc vous remplissez les critères. 2, il y a quand même un sous-investissement dans les nouvelles technologies qui est quand même effarant. Enfin, je veux dire, vous allez dans un hôpital public aujourd'hui, vous vous dites, je suis 20 ans en arrière. C'est un peu comme le site Amélie. Donc, on a un sous-investissement parce qu'on considère que les nouvelles technologies, l'innovation en général sont davantage un coût qu'un investissement extrêmement rentable. Donc là aussi, il y a un changement de mentalité très fort à prendre. Et puis, en effet, on n'a pas les bons... Mais la Cour des comptes le dit très bien, ça. Il n'y a pas les bons indicateurs pour évaluer les hôpitaux, côté haute autorité de santé, qui fait très, très bien son job, mais avec des indicateurs insuffisants. C'est-à-dire qu'on vous demande si vous avez bien les moyens de réaliser votre activité dans des conditions de sécurité acceptables. Mais on ne va pas du tout sur les résultats
au-delà de ses moyens. Parce que vous pouvez avoir les Donc moyens. ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des hôpitaux bien notés, mais dont on ne sait pas vraiment quels sont les résultats sur les patients. Absolument. Et là, vous les avez. Vous avez des résultats qui montrent quand même qu'il y a 30% des dépenses qui sont soit de la mauvaise qualité, de la non-qualité, ou des actes évitables, qui ne sont pas indispensables. Ça fait beaucoup. Ça fait 33 milliards. Et là, donc vous le disiez, la Cour des comptes évoque même des sanctions pour les établissements qui ne déclarent pas ces événements. On parlait donc des sous-déclarations d'événements indésirables graves. Est-ce que c'est une bonne solution selon vous ? Là, je suis très dubitatif. D'abord, je dirais que les hôpitaux les plus en difficulté sur le plan de la qualité sont souvent les plus en difficulté sur le plan financier. Je rappelle que vous avez à peu près 80% des hôpitaux publics qui sont déficitaires. Je vous rappelle que le déficit de l'hôpital public est de 3 milliards d'euros l'année dernière. On n'a jamais vu ça depuis 1945. Généralement, vous avez des hôpitaux qui sont soit à l'équilibre, soit avec des déficits qui sont relativement faibles. Donc, très bien, vous allez sanctionner l'hôpital en lui disant, c'est pas bien, l'hôpital qui est déjà en grande difficulté, vous allez aggraver la situation financière de l'hôpital. Moi, tout ça, c'est assez facile. Et là, je pense que ce sont des mesures un peu techno-rapides. Il faut aller, soit on se dit, c'est juste un problème de bonne volonté, de mauvaise organisation à la marge. Donc, ce que pensent beaucoup de personnes, et je ne dis pas que j'ai raison. Soit c'est un problème beaucoup plus profond, avec un problème, on l'a dit, de gouvernance, de qui décide de quoi. Est-ce qu'on a les bons responsables au bon niveau? Est-ce que à l'échelle d'un service, on a bien est-ce que le financement est adapté à ça? Est-ce qu'on a une incitation financière à la qualité dans un hôpital? Je crois pas. Moi, j'en connais pas, en tout cas. Vous voyez, on a une incitation financière à faire du volume, qui est la tarification à l'activité. Et attention, vous n'êtes pas en face de quelqu'un qui critique la tarification à l'activité par principe. Je pense qu'elle est bonne pour un certain nombre d'activités parfaitement prévisibles, dont les coûts de production sont parfaitement prévisibles. Mais faire de la tarification à l'activité pour les soins palliatifs comme on le fait, mais c'est d'une stupidité sans nom. Donc, il faut associer quelque chose qui incite à de la productivité, mais aussi avec une évaluation de la qualité. On peut très bien avoir, sur des indicateurs de qualité, une prime à la qualité collective au sein d'un service, mais on sait bien, c'est des règles économiques de base, c'est que le bon système marche avec des incitations. Pas que, mais il faut des incitations. Et donc le frein majeur, c'est une organisation trop centralisée finalement. C'est multifactoriel. Il n'y a pas de baguette magique. C'est pas moi qui n'ai pas de baguette magique. Je pense qu'il y a au sein, de façon générale, des règles d'évaluation des hôpitaux, je l'ai dit côté haute autorité de santé, des règles d'évaluation de la qualité au sein des établissements publics qu'il faut reprendre. Et là, il faut un cadre national qu'il faut reprendre. Encore une fois, vous avez démarré cette interview par est-ce que ce type d'enquête a un intérêt? Oui, c'est un intérêt quand même, parce que c'est la Cour des comptes, totalement objectif, qui pose des bases. Et comme d'habitude, je trouve que le diagnostic est très puissant. Les solutions proposées, mais on n'a pas affaire d'experts du système de santé, sont beaucoup plus discutables. Mais enfin, si j'étais en responsabilité, comme disent les politiques, je ne mettrais pas ça sous mon coude. Je me dis, là, on a un souci à tous les niveaux, de sécurité pour les Français, enfin, les 4000 morts de maladies nosocomiales, c'est plus de 10 par jour. Bon, et ça bouge pas beaucoup d'une année sur l'autre. Ça, on n'en parle pas, mais encore une fois, si vous valorisez ça à la valeur de la vie, à la valeur moyenne de la vie, oui. Non, on parle de la décentralisation, je suis tout à fait d'accord. Tout ne doit pas partir, peut-être, du ministère, de la CNAM. Mais les ARS, c'est critiquable aussi. Les agences régionales de santé étaient quand même là pour, justement, prendre le pouls des régions. Est-ce que ce système est adapté ? Non, mais c'est le énième échec de cette régulation qu'on a voulu, mais qui n'était pas forcément une mauvaise idée à la base. On a voulu agencifier l'État. On a dit qu'il faut faites dégrossir l'État régalien, l'État centralisé, et donc on va créer des agences qui vont qui vont représenter l'État dans les régions. Bon. Comme ça, on s'est dit, ça va un peu baisser la démocratie. Sauf que, comme souvent, on a créé ces agences sans rien restructurer au niveau de l'État,
Donc en fait, on a la même institution administrativo-politique que l'on avait avant au sein du ministère, si vous voulez, rien n'a changé. Et puis en plus, on a créé ces agences qu'on a fait grossir progressivement. Et plus ces agences étaient en échec, plus on les a fait grossir. Rappelez-vous le Covid, le ministre Véran qui dit puisqu'elles étaient très remises en cause, puisque c'est en fait, on a quand même switché sur la préfecture. On a vite compris que les ARS étaient incapables. Le stress test a montré que les ARS n'étaient pas réactives. Donc on a été au niveau préfectoral où là, il y a eu une plus grosse habitude et puis plus de transversalité. Donc on a vu que ça n'a pas marché. Et donc le ministre Véran à l'époque avait dit mais si ça n'a pas marché, c'est qu'il n'y a pas assez de moyens aux ARS. Donc on a dit on va gonfler les délégations départementales de ces ARS-là. Donc vous avez un espèce de machin énorme administratif qui produit de la norme et qui est très très loin de ces questions-là. Qui est sur vraiment la question de moyens, de vérification d'une activité à partir d'indicateurs qui sont des indicateurs purement administratifs. Donc on a rajouté une couche de bureaucratie qui a aggravé l'attractivité de l'hôpital, si on est objectif, encore une fois, mais en tout cas qui est incapable de résoudre ça. Donc moi je pense que si vous voulez, ces ARS, pour répondre à votre question, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Soit on nationalise complètement le système de santé à l'anglaise, mais avec toutes les conséquences que l'on a, c'est-à-dire qu'on aura un système public et à côté un système privé financé par le privé qui sera institutionnellement inégalitaire puisque tout le monde ne pourra pas aller dans le privé et avec le risque que le public ne cesse de se paupériser parce que les meilleurs iront dans le privé parce qu'ils seront mieux payés. C'est ce qui se passe en Angleterre. Forcément, mais là, vous avez au moins quelque chose où tout le public contrôle le public. Ou alors, on revient à un modèle à la française qui est mixte, public-privé, sur un système universel et solidaire. Et pour qu'il soit universel et solidaire, il faut que la classe moyenne puisse autant avoir accès au public qu'au privé en fonction de ses préférences. Vous mettez en concurrence ces deux et puis il y a la question des déserts médicaux. Systèmes-là. Et la question des déserts médicaux. Et donc, quand on revient tout ça, ce que l'on fait depuis 30 ans, mais on le fait toujours en sectorisant, il faut avoir un État visionnaire, stratège, qui définisse les règles du jeu pour l'ensemble de la nation et qui délègue à des organisations décentralisées. Donc, si ce n'est pas l'ARS, c'est qui ce sont des organisations de la démocratie sanitaire et sociale à partir d'un territoire qui soit unique et commun à tous. Quel est le territoire unique et commun à tous? Et ça, c'est un aspect fondamental. Il n'y en a qu'un seul, c'est le département. Mais l'unité géographique départementale. Je vous rappelle qu'on a créé les groupements hospitaliers de territoire pour les hôpitaux, 135, inconnus du grand public. On a créé 1000 communautés professionnelles de territoire de santé, les CPTS, inconnus du grand public, les territoires de psychiatrie. Donc, tout ça est un espèce de micmac techno. Et forcément, donc, ça ne peut pas fonctionner, avoir un impact réel pour les individus. C'est inconnu des gens. Quand une organisation... Donc, il faut... pour une solution départementale et mixte, j'entends libérale et publique. Mais bien sûr, qui représente l'ensemble des actes. Mais si on veut un système universel, c'est le seul moyen. Quand j'entends des débats, moi, je voudrais qu'il y ait que du public. Mais va pour un système avec que du public. Tu auras 40-50% au début des patients, ou peut-être 60% des patients. Ça dépend de quel cas. 90% en ville et plutôt 60%, enfin 90% dans le privé en ville et puis plutôt 30% dans l'hôpital. Donc ça n'existe pas un système universel à la française avec que du public. Je pense que c'est pas souhaitable en plus. Mais ça, on pourra en discuter. Donc voilà. Donc on est bien sûr. Il y a un aspect intra-hospitalier en termes de management, d'organisation, de management et de financement, pardon, et une approche extra-hospitalière qui est la refonte systémique. J'en profite pour vous dire qu'à partir de demain, tous les téléspectateurs pourront voter pour ou contre la refonte du système de santé. Est-ce qu'il faut vraiment ajuster à la marge le système, comme on le fait depuis 30 ans, ou est-ce qu'il faut restructurer en profondeur, comme je suis en train de commencer à l'expliquer, le système de santé? Comment peuvent-ils faire pour voter? Référendumcitoyen.fr, tout le monde peut télécharger une appli. C'est la première application référendaire citoyenne qui est vérifiable, infalsifiable, avec un vote unique, sans aucune interférence financière quelconque, pilotée par des citoyens comme Alexandre Jardin, moi-même et d'autres. Et donc, demain, il va y avoir 4 questions de lancer, dont la refonte de la santé, des questions sur le pouvoir d'achat. Ils nous feront les retraites au mois de septembre.
Hervé. Je reviens à la collaboration publique-privée. Ouais. Un des problèmes, de mon point de vue, enfin, je sais pas, c'est que les médecins libéraux sont payés à l'acte et que la T2A à l'hôpital, ça fait pas avancer le système. Comment on fait pour harmoniser des médecins libéraux qui sont payés à l'acte La T2A, et la tarification à l'acte? Quand on est médecin hospitalier et que quelqu'un vient aux urgences pour dire je suis tombé, on passe à peu près 20 minutes pour se dire est-ce que tu es tombé en avant, en arrière, du pied gauche, du pied droit, est-ce qu'il y avait du vent, pas du vent. Je caricature, mais c'est à peu près ça. Et le temps qu'on perd à faire ça, en fait, on n'a pas eu le temps de l'envoyer faire sa radio. Mais le système, c'est ça, c'est l'acte libéral versus l'acte hospitalier. Avec, je sais, c'est pas très adapté, quoi. Alors, vous avez raison qu'on aimerait tous avoir un mode de financement idéal où les professionnels n'auraient pas à se préoccuper du temps, pourraient prendre tout le temps nécessaire, tout en ayant un niveau de revenu souhaité atteint, avec des patients qui n'auraient pas de reste à charge. Sauf qu'il y a, là pour le coup c'est un sujet très économique, un certain nombre de principes économiques. D'abord, il n'y a pas de mode de financement idéal. Il y a des modes de financement qui c'est un peu comme la démocratie. C'est pas un système parfait, mais c'est le moins mauvais qu'on ait trouvé. Pire, voilà. Donc, tout dépend de ce que vous financez. La réalité, c'est la bonne recette, c'est la diversification des sources de financement. Quand vous êtes sur un acte répétitif, que quelqu'un vient vous voir dans votre cabinet pour un syndrome grippal, il n'y a rien de mieux que le paiement à l'acte. Parce que vous êtes sûr que les professionnels ne vont pas faire de sélection et qu'ils ne vont pas passer 3 quarts d'heure sur une personne où un quart d'heure suffit. Donc, ils doivent le faire. Et on peut très bien estimer le coût réel pour le professionnel et donc avoir un tarif qui permet de couvrir ces coûts de façon raisonnable. En revanche, quand vous êtes sur de la prévention, de la coordination de patients chroniques, ce qui fait beaucoup aujourd'hui, puisque il faudrait davantage le développer. Là, vous êtes sur d'autres modes de tarification, qui sont la tarification notamment à la capitation. C'est-à-dire que voilà, vous êtes bien portant aujourd'hui, vous avez une cinquantaine d'années, bien, on sait globalement quels sont les services à produire pour cette personne-là venant du médecin. Et on vous dit, vous avez cette somme d'argent, évidemment avec une évaluation de ce qui a été fait et des résultats qui ont été faits. Et donc, vous dites, je vous donne 500 € pour cette personne-là. Donc ça, c'est la capitation pour... et puis après, c'est du forfait. Si vous avez un médecin généraliste, il faudra un coordinateur des parcours, ce qui permettrait vraiment d'optimiser la gestion de ces parcours aussi sur un plan financier. Ce coordinateur, il doit être rémunéré pour cette coordination-là. D'accord ? Parce qu'il faut qu'il s'assure qu'il ait bien suivi le bon parcours et rempli le cahier des charges. Et donc ça, il faut une rémunération au forfait qu'on considère que c'est X euros. Donc la réalité, c'est comme à l'hôpital, je parlais des soins palliatifs. Non, les soins palliatifs, vous avez quelqu'un qui rentre en soins palliatifs, vous ne savez pas si ça va durer 2 jours ou 3 semaines. Et donc, vous ne le payez pas à l'acte. Vous le payez soit au prix de journée, soit à une estimation en fonction des profils de patients. Mais c'est un forfait. Et ça, pour le coup, parce qu'on sait bien qu'il ne faut pas limiter l'accompagnement psychologique et tout. Bon. Donc voilà, il faut adapter le mot. Et on sait faire ça, mais c'est très compliqué à changer les mentalités. Merci Frédéric, on pourrait en parler encore longtemps. Malheureusement, il faut passer au scan avec Hervé. Et Hervé, toi, tu as choisi de t'intéresser à l'institution qui a lancé l'alerte, la Cour des comptes. Oui, tout à fait, parce qu'on parle toujours de la Cour des comptes, et je me dis, c'est quoi encore ce bazar et donc, ça m'a paru intéressant de vous rappeler, tout le monde ne le sait peut-être pas, enfin, je ne le savais pas, que ça a été créé en 1807 par décret impérial. Notre ami Napoléon voulait savoir où allait l'argent, où allaient les comptes publics. C'était pas très démocratique, puisqu'il était le seul récipiendaire des rapports. Donc depuis, on a évolué, au moins les rapports sont publics. Donc, bonne idée de départ, et ça surveille la sécurité sociale depuis 1950, toutes les entreprises publiques depuis 1976, et les hôpitaux depuis peu de temps, si je peux me permettre ce truc, parce que... c'est peut-être qu'il y a une nouvelle volonté. Sans doute la volonté de cette nouvelle dirigeante. Alors, une nouvelle dirigeante, d'abord, on peut féliciter le fait qu'en 219 ans, c'est la première femme, donc bravo Amélie de Montchalin. C'est aussi bravo à l'énarchie, puisque Amélie de Montchalin, HEC ENA, remplace Pierre Moscovici, Sciences Po ENA, parti à la Cour des comptes européenne. Comme quoi... rien ne se perd. Gros poste, elle a quand même une armée de 819 fonctionnaires basés dans les sublimes bureaux
de la rue Cambon, dans le premier. Je vous invite à aller visiter les bureaux et les jardins, qui sont quand même étonnants. Et je me suis dit que c'est quand même un excellent endroit pour expliquer aux autres comment faire des économies. Et pour toi, il y a des coïncidences qui sont étonnantes. Disons que j'en vois deux. Je ne veux pas être polémique, mais première coïncidence, cette macroniste de la première heure est nommée directement par l'Élysée, sans que la représentation nationale ne soit consultée. Donc on critiquait le sens démocratique de Napoléon. Je trouve que Emmanuel Macron, c'est pas mal aussi. On pourrait donc se dire, certains pourraient se dire, qu'on recase 11 mois avant des élections peut-être difficiles pour la Macronie, une haute fonctionnaire qui a toujours été fidèle pour la modique somme de 27 000 € par mois hors prime. Et une deuxième coïncidence, donc. Deuxième coïncidence, c'est les 63 jours. Ça m'a épaté quand même, parce que 63 jours pour commettre un rapport sur l'hôpital public en France, c'est intéressant, mais c'est court. D'habitude, ça prend des mois et des mois. Et donc, on peut se demander si c'est une coïncidence, si la nomination d'Amélie correspond à l'entrée en campagne de certains projets politiques. Enfin, projets, on va parler de candidature plus que de programme. Tout ça, peut-être pour préparer le 3e mandat de notre ami Emmanuel Macron dans 5 ans. Et alors, quelle est ta conclusion ? Ma conclusion, sur le fond, je me suis dit, ce rapport, oh, quelle surprise. Tout ce qu'il y a dedans, en fait, on le sait très bien. Moi, quand j'étais interne, déjà, on parlait de ça. Et ce que je trouve intéressant, la recommandation numéro 1, je la trouve assez savoureuse. Il y a marqué, il faut que la loi soit respectée. Et voyons. Et pour moi, quand on recommande d'appliquer la loi sans donner de solution très concrète, c'est quand même un formidable aveu d'impuissance. Ce que le rapport n'explique pas bien, c'est tout ce qui nous a amené là. On en a un peu parlé avant, le numerus clausus, on aurait pu en parler, la T2A, les ARS. Toutes ces décisions ont des auteurs, ont des dates et ne sont pas abordées. Donc c'est un peu dommage. Donc ma conclusion, pour répondre à ta question, c'est une institution fort utile qui commet des rapports intéressants qui doivent déranger les ministres. Le problème, c'est qu'on en est à 9 ministres en 8 ans ou 8 ministres en 9 ans. Donc le ministre de la Santé change tout le temps. Donc ce que fera la Cour des comptes dans 3 ans, c'est de dire mon rapport 2026 a été assez partiellement suivi des faits. Donc c'est bien. Merci beaucoup Hervé. Frédéric, rapidement, est-ce que vous partagez le constat Oui, je partage ce qui a été dit, mais deux choses. Enfin, c'est le symbole de la fin d'une forme de régime. Je pense que les Français en ont... C'est dramatique, je pense, le mode de nomination qui est là. Les Français ne supportent plus cette espèce... Ils l'ont supporté à un moment, cette espèce de gouvernance monarchique où vous avez le roi qui décide et qui peut même aller à l'encontre de toutes les règles de base. C'est de ne pas prendre quelqu'un qui vient d'être ministre du budget. Parce que là, vous allez avoir une personne qui va évaluer son propre budget. Oui. Bon, donc moi, je vais parler tout à l'heure du référendum. Je pense qu'il faut repenser cette démocratie pour qu'elle ait l'air un peu plus moderne. La deuxième chose qui est importante, c'est que les rapports sont très souvent très intéressants. En revanche, ils ne sont pas du tout contraignants. Et je pense qu'il faut avoir une formule. Et d'abord, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'argent public de dépenser. Et je ne dis pas que tout le monde s'en fout, mais à part quelques personnes un petit peu éclairées et concernées, je ne suis pas sûr que le Français de la rue s'intéresse beaucoup à ces rapports. Donc je pense qu'il faut le rendre contraignant pour le gouvernement, au moins de répondre à ce rapport. Et quand on est par rapport à ça, c'est que faites-vous, Madame la ministre de la Santé, par rapport à ça ? Est-ce que vous en avez rien à faire ? Est-ce que vous considérez que... Comment le faites-vous ? Qu'est-ce qu'il y a de bien même pas fait. Qu'allez-vous faire ? Il faut que ça serve. Merci beaucoup. Merci Frédéric Bizard. Hervé, je te dis à dans 2 semaines. À très bientôt sur Be Smart for Change.